Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Nous voyons ton écran, Pierre, merci. Eh bien, je vais partager cet écran. Voilà, vous voyez bien? Très bien, Pierre, merci. Bon, bonjour à tout le monde et puis bienvenue sur cette deuxième session de notre rendez-vous Club Expert. Donc, nous, on va vous parler des pompes de relevage. Donc, je m'appelle Pierre Audrin, responsable de secteur habitat résidentiel et collectif pour la région centre et les départements 44 et 49. Et je suis accompagné de Christophe Travers, qui est notre expert assainissement relevage national. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre, bonjour à tous, merci de votre connecté. Bon, pour le contenu de cette petite présentation, on va d'abord parler du pourquoi d'une pompe de relevage, du type d'eau à relever, quelles sont les bonnes questions à se poser sur l'installation, les pièges à éviter, comment déterminer une pompe de relevage, quelques informations sur les normes sur les normes en vigueur, et ensuite je laisserai la parole à Christophe. Donc tout d'abord, pourquoi une pompe de relevage? Donc lorsque la pente d'un terrain ne permet pas à l'eau de s'écouler par simple gravité, il est nécessaire de mettre en place une pompe de relevage. Donc comme vous le voyez sur le petit schéma, vous avez le niveau d'entrée des eaux donc, qui est inférieur au niveau d'évacuation des eaux usées. Donc il va falloir prendre une pompe pour relever ces eaux. Quel type d'eau à relever? Donc il y a plusieurs types d'eau. Tout d'abord les eaux claires, ce sont des eaux qui ne contiennent pas ou peu de particules, de type eau de chaufferie, eau pluviale ou de ruissellement. Ou alors ça peut être des eaux usées, souvent des eaux domestiques qui contiennent des particules, comme les particules dans les douches, les cuisines, les machines à laver, lave-linge. Ou alors ça peut être des eaux chargées, eaux vannes, donc elles qui contiennent des matières fécales. Les questions à se poser sur l'installation. Tout d'abord, souhaite-t-on une installation avec une pompe seule ou avec une pompe de secours? Avec une pompe de secours, il y aura un fonctionnement alternatif et donc une usure équivalente des pompes. Une durée de vie également plus importante par pompe et surtout en cas de panne d'une des deux pompes, la seconde prendra le relais. L'autre question à se poser est la dimension de la cuve ou du regard, qui doit être bien adapté au débit entrant et sortant assuré par la pompe. Et également, il doit y avoir un espace suffisant pour là où les pompes, pour qu'elles puissent fonctionner. Souhaite-t-on une pompe automatique avec un flotteur intégré ou plutôt commandée par un coffret? Souhaite-t-on également d'intégrer une option d'alarme? Donc l'alarme, en cas de dysfonctionnement des pompes, généralement, vous avertira s'il y a un dépassement du niveau des eaux. Quel type d'installation? Souhaite-t-on une installation mobile ou stationnaire? Donc une installation mobile avec un tuyau flexible facilement déplaçable, c'est plutôt un usage provisoire. Une installation stationnaire simplifiée, donc sans pied d'assise, mais avec une canalisation rigide, c'est une solution économique. Ou alors une installation stationnaire avec un pied d'assise, donc ce qui permet de remplacer la pompe sans vider la fosse et sans entrer en contact avec le fluide. Il y a des pièges aussi à éviter, donc la granulométrie. Il est important de bien évaluer la qualité de son eau. La granulométrie va correspondre au diamètre des matières solides qui vont être présentes dans le fluide. Deuxième piège à éviter, le diamètre nominal de la canalisation. Donc la canalisation de refoulement qui doit être identique ou d'une taille supérieure au diamètre nominal de refoulement de la pompe pour éviter notamment des problèmes de bouchage. Au niveau de la tension d'alimentation, une installation en monophasé, il n'y aura pas de souci. Par contre, en triphasé, il faudra contrôler le sens de rotation de la pompe, qui est fléché d'ailleurs sur le corps. Le choix des accessoires, le clapet et la vanne sont des accessoires indispensables pour maximiser la durée de vie du produit et faciliter la maintenance. Et ensuite, l'entretien courant et la maintenance, qui doit être régulière, notamment sur du domestique où il y a souvent des soucis. Une pompe n'évacue jamais la totalité des résidus, que ce soit des graisses, des matières en suspension, solides ou solides de taille trop importante. Donc, il est obligatoire de procéder à un entretien régulier, ce qui est spécifié tout d'abord d'ailleurs dans la norme EN-NF 12056. Nous avons donc dans notre gamme différentes pompes. Vous voyez en haut à gauche les eaux claires, vers les eaux usées, donc la granulométrie augmente. Et en termes de capacité, on est aussi capable de répondre à tout type de demandes concernant vos installations. Ces pompes, on va les retrouver dans notre station de relevage. Donc, c'est juste un petit visuel pour vous faire voir les stations que l'on a. Également, on a énormément d'accessoires qui sont présents d'ailleurs dans le catalogue accessoires qui est disponible sur Internet, sur le site Willow.
Donc, j'ai pris quelques exemples. Le clapet anti-retour et la vanne qui sont des éléments indispensables. On a des kits de refoulement, des tuyaux souples, des kits pieds de pompe pour fixer des pompes avec les coudes ou des kits pieds d'assise. Donc, à chaque gamme de produits, on a l'accessoire qui va avec. Comment déterminer une pompe de relevage? Donc, nous avons deux données indispensables. Tout d'abord, le débit et la HMT. Qu'est-ce que la HMT? C'est la pression à fournir par la pompe pour relever les eaux d'un point bas à un point haut désiré. Tout d'abord, le débit. Dans notre catalogue habitat résidentiel, eh bien, nous avons des exemples de valeurs. Si je prends par exemple les eaux pluviales, eau claire, pour une surface de collecte de 30 mètres carrés, il vous faudra une pompe qui assure un débit de 6 mètres cubeurs. Si je prends tout en bas les eaux chargées et eau vanne, pour 4 à 6 habitants, en eau usée, enfin en eau chargée et eau vanne, il faudra un débit de 7 mètres cubeurs qui est largement suffisant pour 4 à 6 personnes. Je vais juste vous parler du débit de pointe. Donc le débit de pointe, c'est quoi? C'est plus dans des installations collectives où il y a un grand nombre d'habitants qui est branché à un réseau. Donc le débit de pointe, c'est quoi? C'est le débit moyen journalier par habitant. Donc, on multipliera par le nombre d'habitants, et multiplié par un coefficient de pointe qui est compris entre 1,5 et 4. Pourquoi un débit de pointe? Parce que le débit moyen journalier de rejet des eaux usées par habitant en France est de 150 litres jour. Mais il y a des pics de rejet dans la journée, donc des consommations plus importantes, notamment sur le schéma que vous voyez sur la gauche, le matin et le soir. Donc, on va parler de débit de pointe. On calcule un débit de pointe. Voilà, c'était juste une petite notion pour vous parler du débit de pointe. Après le débit, il va nous falloir calculer la hauteur manométrique totale. Donc la hauteur manométrique totale, c'est la hauteur géométrique entre le bas de la pompe et le niveau haut, donc c'est le numéro 1, plus les pertes de charge qui sont liées à la longueur de la tuyauterie. Donc là, j'ai pris un exemple de perte de charge avec 5 mètres de haut à relever sur 100 mètres de tuyauterie avec un débit de 12 mètres cubeurs. Donc dans notre catalogue habitat résidentiel, j'ai un débit en bas à gauche de 12 mètres cubeurs que je vais passer dans un diamètre nominal de tuyauterie de 53 mm, eh bien, ça va me faire 45 mm par mètre de tuyauterie de perte de charge. Donc, si j'ai 100 mètres, ça nous fait 4500 mm, soit 4,5 mètres. Ces 4,5 mètres, vous les retrouvez ici, c'est le point numéro 2 qu'on a calculé, que je rajoute à la hauteur géométrique, et ça me donne une hauteur manométrique totale de 9,5 mètres. Donc, pour pouvoir dimensionner la pompe, j'ai tout ce qu'il me faut. Le débit, en bas, vous voyez, 12 mètres cubeurs. 9,5, c'est la hauteur manométrique totale. Et le point de jonction, c'est le point de fonctionnement. C'est là qu'il va falloir trouver une courbe qui correspond à ce point de fonctionnement. En l'occurrence, la Rexamini 3 V0413 est la pompe adaptée pour une HMT à 9,5 dans un débit de 12 mètres cubeurs. Je vais vous parler un petit peu des normes au niveau du relevage. Donc, chaque pays établit ses normes sur la base des normes européennes, EN, donc qui est la base minimale à respecter. Donc, en France, nous avons les normes NF-EN. Donc, pour le relevage, NF-EN 12050, 12056 et 752. Quels sont les domaines d'application? Dans un bâtiment, donc une station de relevage dans un bâtiment devra respecter les normes 12050 et 12056. Lorsque la station de relevage se retrouve hors bâtiment, mais dans une enceinte privée, il faudra respecter les normes 12050 et 752. Et pour une utilisation hors bâtiment, mais dans le domaine public, il faudra respecter la norme 752. Donc les normes nous disent plusieurs choses. On a pris quelques indications, notamment au niveau du passage libre. Donc pour une station de relevage pour eau usée sans matière fécale, il nous faudra un passage libre de 10 mm minimum et de 40 mm minimum pour des stations de relevage pour eau usée avec matière fécale. Et ensuite, la vitesse minimale dans les tuyauteries à l'intérieur des stations doit être de 0,7 m/s, ce qui correspond à la vitesse minimum d'autocurage des tuyaux, donc de nettoyage des tuyaux. Enfin, sur le guide habitat, eh bien, vous retrouvez des schémas de principe avec les accessoires de codifier à chaque gamme de produits, donc vous permettant déjà de faire des installations correctes et conformes et de choisir les accessoires obligatoires ou d'autres que vous souhaitez mettre dans l'installation. Voilà, j'en ai terminé et je vais laisser la main à Christophe qui va vous parler donc de nouvelles pompes que l'on a chez nous depuis peu de temps. Voilà Christophe, à toi Christophe, je te laisse la main. Merci Pierre, merci pour ces informations qui ont été très importantes pour la sélection des pompes.
On a choisi d'aborder aujourd'hui des nouvelles pompes qui sont donc dans le catalogue, notamment la Rexa Mini 3, la Rexa Fit et la Rexa Pro, que vous connaissez peut-être déjà, mais celle-ci est en version S, S comme sécateur. En fait, ce sont des pompes bien sûr submersibles, efficaces contre le colmatage, mais aussi pour éviter toutes les bouchages des particules en suspension dans les effluents. Ce colmatage est, est- est- pardon, ce colmatage est donc détruit grâce au fait d'une roue dilacératrice qui compose la roue. On va le retrouver dans différentes applications, notamment les applications individuelles, telles que les maisons, les petites habitations, mais aussi dans les applications commerciales et collectives et municipales. En ce qui concerne donc les trois typologies de pompes, on va distinguer deux designs. Le premier qui concerne la Mini 3S et la Rexafit S, qui sont bien sûr des pompes submersibles avec une roue dilacératrice pour un fonctionnement en intermittence dans des stations transportables ou encore stationnaires. Pour la version Rexa Pro S, la pompe est également submersible avec cette même roue dilacératrice pour un service, elle, continu, mais pour une installation beaucoup plus importante et stationnaire puisque la pompe est très lourde. Les domaines d'application pour ces trois pompes, on va les retrouver pour les Mini 3 dans les eaux donc vannes et eaux grises dans les domaines domestiques. Pour la Rexafit, on va retrouver ça dans cette version de pompe dans des toilettes publiques ou dans des complexes sportifs ou encore culturels. Et pour la Rexa Pro S, on va les retrouver bien sûr dans des applications d'eau usée chargées, dans des applications telles que les aéroports, les gares, les campings, certains bâtiments industriels, les stations de pompage, etc. Pour comparer les trois typologies de pompes, il m'était important de les distinguer. La Rensa Mini 3S est une pompe relativement légère de conception. Bien sûr, elle est issue pour faire des applications pour éviter les colmatages. Elle est disponible qu'en une seule version, en 0,75 kW, en mono 230 ou en 380 volts. On va la retrouver également soit équipée d'un flotteur et d'une prise, ou on peut également la raccorder à un coffret de relevage. Sa performance, débit de 16,5 m3 pour une hauteur de manométrique de 20 m3. La version Rexafit S est une Rexafit donc, qui assure également le drainage sous pression pour des bâtiments. Elle est disponible de 1 à 2,5 kW, monophasé 230 ou 380. Elle peut être commandée par un flotteur et une prise en indépendance ou également raccordée à un coffret d'armoire pour sa protection et sa commande. Ses performances, on établit 100 m3 à 42 mètres. Pour la version Pro, on va la retrouver donc pareil dans des applications d'eau chargée pour l'anticomatage. La particularité de la Rexa Pro est qu'elle est homologuée ATEX en standard, c'est-à-dire qu'elle est résistante pour les protections contre les zones explosives en zone 1 et en zone 2. L'application de cette pompe peut être en version 1 à 5 kW, en 230 ou en 380 selon votre application. Elle est forcément raccordée par contre à un coffret. Les débits sont de 100 m3 à une hauteur manométrique de 58 mètres. L'ensemble de ces trois pompes répond à des DN de sortie de 32-40 et également répond à la norme, comme Pierre vous l'a dit précédemment, en 12050.1. Ces applications, on peut les retrouver si vous n'avez pas de fosse préétablie en béton. Vous pouvez également avoir des solutions clés en main grâce à des propositions que Vilo vous propose concernant des stations donc prééquipées prêtes à l'emploi, telles que la WS Drain 40, 50 en basique ou en premium, la WS 900 1100 également enterrable à l'extérieur, et la version Viloport 600 et 800. Ces versions-là sont enterrables ou à l'extérieur ou selon les modèles. Pour parler des roues dilacératrices, il m'a paru important de vous parler des des deux roues les plus utilisées, à savoir la roue Vortex, qui est la plus utilisée du marché et la plus répandue. C'est un hydraulique qui permet le passage libre d'un certain nombre de matières en suspension dans les effluents qui peuvent contenir des matières plus ou moins importantes. L'avantage de ces pompes Vortex, c'est également qu'elles peuvent accepter des tresses, mais le rendement risque d'être assez faible puisqu'on est autour de 30 à 45%.
Les roues monocanales et bicanales sont également des roues les plus utilisées du marché en comparaison avec les roues Vortex. La seule chose, c'est qu'elles ont un rendement beaucoup plus intéressant puisque on est autour des 80% voire plus. La particularité de ces roues est que le fluide passe à l'intérieur des turbines, ce qui fait que ça lui rend un contexte de colmatage un peu plus important. Les roues délacératrices, et nous avons donc un historique sur des anciennes gammes que nous avons eues au catalogue et qui aujourd'hui évoluent. C'est pour ça que nous avons choisi de vous les présenter. Et donc, ces roues délacératrices ont une particularité de déchiqueter l'ensemble des matières fibreuses qui sont contenues dans les eaux usées. L'effluent qui est issu de cette, de cette, de cette broyage va passer dans la canalisation et grâce à des canalisations relativement petites, on va pouvoir donc évacuer avec des hauteurs manométriques relativement importantes. Ce sont généralement des moteurs de faible puissance avec des rendements assez intéressants. Les couteaux sont interchangeables et sont usinables. Les roues dilacératrices sont montées en complément toujours d'une roue vortex ou d'une roue bicanale. En l'occurrence, pour la 3 gammes de pompes que je vous présente, elles sont montées sur des versions bicanales. Le couteau dilacérateur est robuste, il est fait en acier inoxydable spécifiquement pour cette application et qui lui donne une très haute résistance. Elle est également issue d'un double effet de cisaillement, ce qui permet de cisailler l'ensemble des matières en suspension sur une épaisseur de 10 mm uniquement et avec une vitesse de coupe de 90 km/h. Ce qu'il faudra retenir, c'est que pour 1 litre d'eau qui contient en moyenne 8% de matière solide, cela correspondra à 12 mètres de longueur de coupe. En conclusion, toutes les particules suspendues dans les effluents seront complètement broyées. La roue donc disséatrice avec la combinaison d'une roue bicanale optimise les hauteurs de refoulement et une consommation d'énergie forcément réduite. L'évolution de la gamme, comme je vous l'ai dit, donc on a les versions standard, Rexa, Rexa Fit, Rexa Mini 3, Rexa Pro, et vous les retrouverez donc avec la version S au catalogue. Pour les avantages de cette roue spécifique, on a une très grande fiabilité au colmatage, grâce à ce couteau dilacérateur radial avec un double effet de coupe. Les combinaisons des roues bicanales et dilacératrices obtiennent une large ouverture de la HMT avec une faible puissance, comme je vous l'avais dit précédemment, et elle peut répondre à un certain nombre d'applications, que ce soit domestiques ou également collectives. On réduit par conséquent les coûts dans les installations grâce à sa petite taille, également au niveau des installations de tuyauterie. Elle est facile à utiliser, notamment et son poids léger permet de l'adapter assez facilement dans les applications domestiques, notamment je parle de la Rexa Mini 3S. Les solutions permettant de répondre aux contraintes également géographiques et géologiques pour les petites canalisations. La longueur de vie de ces pompes, grâce à un moteur de haute qualité avec une double chambre d'étanchéité à garniture mécanique et une surveillance en sonde thermique optionnelle selon les modèles, vous permettent d'assurer une longueur de vie assez intéressante. Haute résistance à la corrosion grâce à la conception des pompes, que ce soit l'Erexa Mini 3 et l'Erexa Fit qui sont en version inox ou la version fonte, version Rexa Pro. L'intérêt aussi est de penser au remplacement des installations préexistantes. Et pour cela, Vilo avait pensé à l'interchangeabilité de toutes les gammes anciennement du marché, qui sont les versions FA03, RexaCut, que ce soit la RexaCut avec la version GE ou la GI. Voilà, j'ai terminé la présentation. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à nous solliciter pour les questions que vous pourriez avoir sur cette présentation. Merci Christophe. Merci Pierre. Merci à vous de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à ouvrir vos micros pour toutes les questions que vous auriez à poser. Bien sûr, on reste à votre disposition si vous le souhaitez par la suite, que ce soit les commerciaux qui vous suivent sur le terrain ou bien sûr en appelant nos services. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu vite, donc il y a peut-être des gens qui voudraient avoir des précisions sur certaines choses.
Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin à la session s'il n'y a pas de questions. Et vous pourrez rejoindre la session suivante sur les pièces de rechange présentées par Vincent Baudry. Merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. Merci à tous pour votre attention et on reste encore une fois à votre disposition. Merci, au revoir. Au revoir.